Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous pour ce 42e épisode de Lift Talk. Nous sommes trois aujourd'hui, Victor et l'invité mystère qui va être là régulièrement maintenant, le végétal. Le végétal. Tu nous fais pas la petite intro YouTube là? Le végétal en Voilà. C'est ça. Donc, comment vous allez les gars? Eh ben, très bien. Excellemment. Merci pour ce petit podcast là. Hâte de discuter. Comment ça se passe la prépa pour les fronces là? Et en plus, vous allez, en fait, je viens de tilter, mais vous allez être dans la même caté? Absolument, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, on va conquérir ensemble. Donc, non, c'est pas conquérir, ou alors conquérir le titre de avec conquérir, c'est pas mal. Mais je pense pas que ce soit ça que tu voulais dire, mais. Mais bon, on va être sur la conquête du podium avec le V. Non, mais moi, du coup, j'ai refait un max au squat mardi. Donc, du coup, 220 pour essayer de me qualifier du coup aux France. Et puis du coup, semaine 2 du bloc. Et puis, il me reste 2 semaines avant la petite phase de picking. Et puis on va tout donner, quoi. Excellent, ça. Ouais, ça me fait un total à 435 maintenant, là. Carrément il me reste dips et muscle up à actualiser. Et puis, voilà, quoi. Voilà, quoi. Et toi, du coup? Excellent, ça. Moi, 600, je crois. Aux dernières nouvelles, Marco, c'était quoi déjà? 600, on avait dit? 602,5. Voilà, parce qu'on est des gens dans la précision. Vu que je vais faire 2,5 au muscle up et 300 au squat. C'était ça l'objectif, c'est vrai. Et moi, comment dire, tout se passe bien. Je mange bien. Je suis un peu un gros lard là en ce moment. Enfin, je suis un peu un gros lard. Je me suis levé ce matin. Je faisais 82,5. Oh, donc en vrai, c'est hasard puisque final rep la veille, non le matin même de la pesée, je faisais ce poids-là, je crois. Je faisais 82,5. Mais quoi? Mais attends, mais t'es plus lourd que moi et t'es plus petit que moi. C'est parce que t'as oublié un autre facteur, c'est que je suis plus balèze que toi aussi. Mais attends. Parce que là, il doit teaser un truc là. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Moi, je sais pas. Dis-nous tout, Saiyan Végétal. L'année prochaine? Ouais. C'est quoi le changement pour l'année prochaine par rapport au poids? Je passe en catégorie moins de 87. Ah ouais? Oui, je fais 81 kilos, ouais, à peine. Ça me paraît pas trop une justification. Ah oui, tu te sens gringalet, ok, d'accord. Donc tu estimes que tu as. Ok, oui. Ah oui, non, mais je fais 1m80, donc je peux pas rester en moins de 80. Ça grésille un peu là quand tu parles. Un grand lascar. Enzo. Ah ouais? Mais ouais. c'est parce que je crois que le chat, il est à sur solitaire. Il est quoi? Ah ouais, parce que attendez, on n'est pas tout seul, là. On n'est pas tous les trois. Il faut savoir qu'on est 4. Donc, si vous entendez un chat miauler, ça fait partie du podcast, en fait. c'est ça. Ouais, donc, ça grésille. Essaye de voir ton micro, Enzo, ça grésille un peu. Ouais, il y a des jeux grésillements, mais bon, ça reste raisonnable. Mais oui, je peux essayer de parler plus proche, mais... ça grésille pas mal, mais... ok, bon, c'est pas grave. Donc, vos prépas ont l'air de bien se passer. Victor, toi, est-ce que tu as envoyé tes vidéos de qualification? Ouais, j'ai déjà envoyé. Ils t'ont répondu déjà? Ah bah oui, ça fait un moment que j'ai envoyé. C'est 2 semaines. Ouais, t'étais le premier à t'inscrire, toi, te connaissant. Deuxième, je crois. Deuxième. Ok.
Et toi, ils t'ont répondu, Enzo? Moi, ils m'ont répondu, c'était tout bon, sauf pour le dips du coup que j'avais envoyé, parce que je l'avais fait à la Ace Squad, les 120. Donc du coup, j'aurais envoyé une autre vidéo d'une autre position pour qu'ils voient mieux les poids, mais j'aurais dit sinon vous voyez avec la Ace Squad pour vous assurer qu'il y avait bien 120 quoi, sur la barre. Donc, Ok. donc voilà. Donc je sais pas. On verra. On va attaquer le premier sujet du podcast, qui est l'hyperfréquence. Et du coup, d'ailleurs, les gars, est-ce que vous avez déjà expérimenté l'hyperfréquence, que ce soit sur un ou plusieurs mouvements? Déjà, on pourrait peut-être aussi faire une définition globale de ce qu'est l'hyperfréquence. Victor, toi, je sais, t'aimes bien les définitions. T'as un vrai Ah ouais, dictionnaire, c'est le Wikipédia de la force. Allez, gros. le dictionary. Et l'hyperfréquence, bon, est-ce qu'il y a une définition exacte? Je sais pas, mais en tout cas, on va dire que c'est le fait de faire fréquemment ces mouvements, un même mouvement, donc de compétition dans la semaine. Après, ça voudrait dire quoi fréquemment? On va dire que c'est à partir de 3. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Marco, si on dit Ouais, ça. ouais, moi aussi, Voilà, je suis on va assez dire à d'accord. partir de 3. Parce qu'on va dire une, c'est la fréquence, on va dire, du bro muscu, pour faire simple, du bro split. 2, c'est la fréquence du mec un peu comme nous on fait et comme la plupart des gens font en force, que ce soit en street ou que ce soit en power. Et après, du coup, plus, alors, on va dire que ça rentre dans la catégorie de l'hyperfréquence. Donc à partir de 3 fois par semaine sur un même mouvement, on pourrait dire que c'est de l'hyperfréquence sur ce mouvement-là. Voilà. Et Ok. donc, vous, est-ce que vous avez déjà testé justement cette hyperfréquence? Ah bah moi quand je faisais de la calisthénie avant, donc ça remonte au set and rep et tout ça, forcément, vu qu'il y avait pas les jambes, je faisais pas les jambes, bah du coup, Et je plus de temps pour faisais faire le haut. j'accumule mais c'est pour ça que j'ai eu, j'ai été fort au dips très tôt. Qu'à 17 ans, j'avais tapé 100 kilos, parce que, je tapais, genre, des pompes tous les jours, genre 200 pompes par jour, dans ma chambre, quand j'étais à l'internat. Et après, je tapais des dips aussi tous les jours parce que pendant les confinements, il y avait des petits défis max dips sur one shot, quoi. Et Ouais, donc, du ah coup, oui, je oui. tapais des dips tous les jours. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, en fait. Au niveau de la rentabilité qu'on peut en avoir, ouais, peut-être pas tout à fait. Ouais. Mais bon, j'ai Alors, mais accumulé un certain volume en dips, par contre. Pour le coup, disons que tu en as eu la rentabilité. Et sur le tirage, tu le faisais pas trop? Genre traction et tout? beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que j'ai vraiment push les pompes et les dips, c'était vraiment mon truc que je kiffais, quoi. Ok. Donc c'était plus une question de préférence, plus que, je sais pas, t'avais pas le matériel pour faire la traction, etc. Ok, bah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et Ouais. alors, du coup, pour un retour d'expérience sur. Moi, j'ai fait hyperfréquence sur tout. J'ai tout testé. Sur les jambes, sur le push et sur le pull. Et concrètement, bon, après, il y a toujours la façon de le mettre en place. Moi, à l'époque où je l'ai mis en place, c'était une époque où c'était pas là où je m'entraînais le mieux, on va dire. C'était pas là où j'avais le plus de connaissances et tout. Mais du coup, comme Enzo, bon, voilà, déjà, je faisais comme lui, c'est-à-dire à l'époque, je faisais de l'entraînement dehors, sur les parcs, etc., en extérieur. Donc, c'était ça, tu vois, t'avais un panel de mouvements qui était forcément limité. Moi, j'y allais, je faisais exactement la même séance à chaque fois, les mêmes exercices dans le même ordre, à peu de choses près, ou voilà. Et du coup, je pouvais faire donc, ce qu'on appelait de l'hyperfréquence à l'époque, pareil sur un format plus endurance, donc avec du volume, mais une intensité plutôt faible, des charges plutôt faibles, même le poids de corps tout simplement. Et après, j'ai pu le réexpérimenter quand j'ai commencé le street. Quand j'ai commencé le street, je m'étais dit un petit peu, ok, allez, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Enfin, c'est aussi parce que je kiffais les mouvements de street et du coup, je voulais les faire beaucoup. Et parce que je partais du principe que, tu sais, plus tu fais, plus tu vas progresser dessus. Plus tu répètes le truc, plus tu vas progresser dessus. Ce qui est une erreur. Enfin, la pensée de dire ça de manière générale est une erreur. Après, voilà, au cas par cas, on vous dira quand même, on vous expliquera quand même qu'il y a certains bénéfices potentiels et contextuels à faire de l'hyperfréquence. Et moi, le retour principal que j'en ai de l'hyperfréquence, c'est des douleurs partout, quoi. C'est d'avoir mal Ouais. partout. Ah, mais oui, C'est, carrément. mais après, bon, ça c'est aussi une question de à quelle intensité on le met en place, les formats qu'on met en place, l'hyperfréquence, ok, mais en fait,
comme je l'ai dit dans la définition, j'ai parlé donc hyperfréquence en prenant la racine fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où on fait dans la semaine. Mais après, il y a le volume total. Admettons, je sais pas, de manière habituelle, on va dire quelqu'un qui fait, comme on le recommande, 2 fois des tractions par semaine et qui est sur une fourchette de 10 séries par semaine de tractions, donc en comptant ses tractions comp et ses variations, etc. 10 séries par semaine, admettons, donc une fourchette, on va dire, moyenne, voilà. Et ben, il peut très bien faire 3 fois par semaine en faisant 4 séries à une séance, 3 séries à une autre séance, 3 séries à une autre séance. Donc Oui, là, on est sur le même volume, mais il y a plus de fréquences. Mais bon, on verra quand même qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la notion de l'exposition. L'exposition, bah, justement, ça se traduit par la fréquence. Plus il y a de fréquence, plus il y a d'exposition, même s'il y a un volume qui est similaire. Et en fait, l'exposition, à un moment, eh ben, elle a un certain intérêt. On va expliquer après pourquoi. Mais elle a aussi donc ce contre-coup de, même si le volume est équivalent, vous verrez que vous développerez plus rapidement des douleurs, des gènes, etc. Donc il faudra prêter d'autant plus attention à l'intensité et du coup au volume, au format que vous utilisez. Marco, ton retour sur l'hyperfréquence. Bah, écoute, moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec l'hyperfréquence parce que justement, j'ai toujours été dans une objectif de longévité, voilà, une vision moyen-long terme des choses. Et justement, par précaution, j'avais pas augmenté la fréquence au-delà de x2 par mouvement de compétition. Là, très récemment, j'ai augmenté en x3 mon squat pour voir un petit peu comment je réagissais. Et en fait, ce que tu décris là, le peu, par exemple, que j'ai vu sur moi, mais également sur les autres, ça peut être intéressant, par exemple, sur des périodes données, pour débloquer peut-être aussi des progressions, des fois, euh, ou aussi à l'approche, par exemple, de compétition sur un picking, etc. Ça aussi, ça peut, on pourra en reparler par la suite. Et cette notion d'exposition, c'est clairement ce que je ressens déjà. C'est-à-dire que, en fait, c'est marrant parce que c'est un petit peu à double tranche. Enfin, il y a deux choses. La première, c'est que tu estompes plus facilement les courbatures Ouais, quand carrément, c'est vrai. tu as quand tu as une exposition plus fréquente. Et moi, ce que j'apprécie avec l'exposition, c'est que aussi je me sens beaucoup plus mobile parce que j'arrive par exemple là en ce moment pour prendre un cas concret, j'ai un squat volume séance 2, un squat comment avec des variations avec très peu d'intensité et de volume. Je fais que 3 séries de 3 reps, donc c'est vraiment ridicule. Mais je préfère commencer comme ça, vraiment intégrer tout petit avec, tu vois, en fait, là, la variation que j'utilise, je fais du pause statodynamique à Ok. mi-montée parce que j'ai un sticking point à la moitié de la montée. C'est là où souvent j'ai du mal. Et puis après, j'ai un troisième squat, excuse-moi. J'ai un 4x4 en séance 4 du coup. Et voilà mon volume global. Donc en gros, sur la semaine, je fais 11 séries, ce qui est pas non plus déconnant. Bah non. Et en plus de ça, j'ai pas un volume qui est aussi enfin, énorme. Donc là, pour l'instant, je suis en début de bloc. Donc là, tout se passe quand même plutôt bien. À voir un petit peu comment ça évolue. Mais les sensations sont un petit peu bizarres quand j'arrive sur mon troisième squat. C'est que, en fait, je me sens limite peut-être plus fatigué au niveau des articulations, par exemple. Mais je me sens beaucoup mieux au niveau du pattern parce que c'est un truc que j'ai fait bah, déjà 2 fois dans la semaine. Et en fait, il y a quand même une certaine facilité à voir un petit peu quand même les limites du truc parce que bien évidemment, il y en a. Sinon, ça serait trop facile. On squatterait tous les jours, quoi. On ferait 2 séries tous les jours, tu vois, et on aurait un squat énorme. Sauf que ça se passe pas comme ça et j'ai pas non plus dans l'idée de le laisser éternellement. Là, déjà, je veux voir sur un blog, sur plusieurs blogs, comment ça fait. Et puis, bon, ça, c'est mon retour perso.
Mais après aussi, c'est un truc que j'ai expérimenté sur les élèves que je coach. Et par exemple, ça, c'est un truc qui fonctionne quand même assez bien sur des phases de construction, notamment, je dirais même plutôt sur le pull que sur le push, parce que c'est des groupes musculaires qui sont quand même qui récupèrent quand même mieux globalement que les muscles qui sont sollicités lors du push. Je sais pas toi ce que t'en penses, Victor. Ah bah tu sais ce que j'en pense. Bah vas-y, dis-nous, Bah, dis-nous. moi j'en pense l'inverse. Pour que vous ayez deux sons de cloche différents. Mais alors attends, juste parce que c'est intéressant quand même ce que tu disais avant, je vais rebondir là-dessus avant d'oublier. C'est que, donc comme tu as dit, voilà, la notion de l'exposition, etc. Donc pourquoi tu te sens plus mobile alors que ton volume, admettons comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, tu ferais le même nombre de séries par semaine, tu aurais le même volume à la semaine, tu sentirais peut-être pas forcément mieux. C'était peut-être d'ailleurs ce que tu faisais avant, puisque comme tu as dit, tu as augmenté, tu as rajouté que 3 séries sur un autre jour. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce bénéfice-là à augmenter l'exposition sur le ressenti de l'amélioration du pattern et de la souplesse, mobilité, etc., qu'on se sent mieux dans la position? C'est parce que aussi, en plus d'avoir un jour de plus, on a aussi toutes les séries et le warm-up en plus. Et ça, c'est un truc qu'on comptabilise jamais, évidemment. Je ne dis pas de rentrer dans le surcalcul et comment dire, c'est quoi déjà, tracking, le surtracking, mais c'est quand même toutes ces séries-là qui se rajoutent à la semaine également. Donc en fait, il y a les séries effectives et il y a peut-être, j'en sais rien, peut-être 5 séries de chauffe en ramp-up pour arriver à votre charge de travail. Donc ça fait que mine de rien, le volume en fait il est pas mal augmenté. Pareil en plus si vous faites donc votre warm-up, vous travaillez votre mobilité un petit peu, vous faites vos activations, etc. Ça peut avoir un travail de développement de la mobilité dans une certaine mesure. Et du coup, ça fait que vous vous sentirez mieux parce qu'en fait vous augmentez en fait considérablement au-delà de ce qu'on croit parce qu'on comptabilise seulement les séries effectives, votre volume. Donc ça c'était pour cet aspect-là. Après on a le retour sur les courbatures, etc. Donc bref, pour l'hyperfréquence, moi je trouve que justement ça a un intérêt sur les mouvements en fait qui demandent, enfin qu'on on va dire une notion technique qui est très importante parce que ça permet d'augmenter l'exposition au mouvement. Donc forcément, c'est comme tout geste sportif, plus on le pratique, plus on va l'enregistrer d'un point de vue technique. On va enregistrer les patterns de mouvement, on va enregistrer les positions, on va pouvoir aussi avoir plus de corrections, on va pouvoir se corriger plus souvent aussi. Donc ça va avoir un gros intérêt sur les mouvements très complexes. Donc après, à vous de voir quel mouvement vous jugez plus complexe. Moi, ce qui me paraîtrait assez évident, c'est de dire les muscle-up. Ouais. Les muscle-up, c'est un Ouais. mouvement qui est très complexe. Mm. Après, c'est un mouvement, là à nouveau, il y a toujours le même contre-coup, c'est-à-dire l'exposition à une hausse du risque de blessure. Si vous en faites plus, souvent, plus n'est pas toujours synonyme de mieux, parce que plus de volume, de répétition, etc., c'est bien parce qu'on apprend mieux, mais c'est aussi plus de stress pour le corps, dont il doit récupérer malgré tout. Et généralement, ces capacités de récupération, vous augmentez pas forcément le sommeil, etc., en parallèle, donc Après, ça reste globalement stable. ça dépend après de l'intensité aussi que tu mets sur ta troisième séance, quoi. Ah bien sûr, bien sûr. Si, C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est que si tu lâches comme Marcoïdi son 3x3, je pense pas qu'en intensité, à la fin de ton bloc, tu vas être RPE 9, si? Sur ton... Ah non, pas du Oui, tout. oui, Ouais, voilà. Pas du donc, tout. le but, c'est technique, Justement, c'est technique, ouais. justement. Mais Donc, ça, de toute façon, c'est pareil. C'est pareil même pour quand on fait de la fréquence classique 2 fois par semaine. C'est hyper important que vous compreniez que en fait, c'est pas nécessaire d'être systématiquement, ça on l'a développé pas mal de fois, mais à des RPE très élevés en fin de c'est bloc ça. sur tous ces formats, de tous ces Bah oui. exercices, Ah de bah, tous ces trucs, carrément. etc. Parce que sinon, ça va être la porte ouverte aux blessures. La fin de bloc, elle va être calamiteuse. Parce que si vous avez, je sais pas, 4 séances, sur les 4 séances, tous vos trucs, vous êtes au max. Déjà, vous allez faire la première, la deuxième, la troisième, vous allez vous cracher, vous allez peut-être faire des échecs, etc. Parce que justement, vous aurez le contre-coup des 2 Ouais. séances d'avant, plus de l'accumulation, toute la fatigue du bloc. Mm. Donc c'est vraiment un truc à comprendre, c'est que le bloc, il doit en fait, en quelque sorte, comme un entonnoir à la fin, on doit en fait diriger son énergie, ses efforts, vers ce sur quoi on voulait le plus progresser, en fonction des focus qu'on avait sur le bloc. En fait, il y a des formats qui en eux-mêmes ne cherchent pas à faire battre des records. En fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de faire justement, je sais pas, 3x3 à 190 par exemple, en pause plus stato. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de faire des paires là-dessus? Ça, on s'en branle. Il Oui. faut que ce truc-là, il nous aide à développer un truc. Ça, on l'avait développé, les variations. On met une variation parce qu'on a d'un fax, d'un angle articulaire à renforcer ou d'un aspect technique. Et du coup, ça va nous permettre de le renforcer.
Donc si justement je force dessus comme un bœuf, l'aspect technique, etc., je vais m'en éloigner, parce que j'arriverai plus à me concentrer dessus. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est hyper importante. Donc dans l'idée, ça serait de mettre 3 séances, une plutôt intensité, l'autre volume et l'autre technique, avec une intensité très faible du coup. Et un volume Exactement. faible aussi. Moi, ce que je faisais à un moment sur le squat, parce que le squat, justement, je trouve que c'est un mouvement qui répond bien à ça, parce que d'une, c'est un mouvement technique, et de deux, comme l'a dit Marco, en fait, c'est un mouvement qui, souvent, pour beaucoup de gens, il est vachement limitant sur le plan de la mobilité. Les gens, en fait, ils sont pas à l'aise en bas du squat, ils sentent que ça les tire, que ce soit dans les hanches, dans le dos, dans les genoux, ce que tu veux. Et le fait d'en faire plus, ça assouplit un petit peu les tissus, ça t'habitue à la position et tout, ça te permet d'être plus confort. Moi, ce que je faisais à un moment, du coup, c'était ce que j'appelais des practices au squat. Donc, en fait, je faisais juste une montée en charge, et je faisais pas de tirer après. Je faisais une montée en charge, je montais jusqu'à 160, admettons, et je me faisais peut-être des pauses par-ci par-là, ou peut-être du tempo par-ci par-là, mais je faisais que la montée en charge, donc exactement les étapes que je répète habituellement. Je fais 70, je fais 100, je fais 120, 140, 160, je m'arrête à 160. À chaque fois, je faisais 3-4 reps par série, donc pas énorme. Et de faire ça, juste ponctuellement comme ça, par-ci par-là. Parfois, en fait, je me tapais un truc, je rentrais d'une promenade, j'allais marcher ou j'allais faire un truc, paf, 40 minutes, je m'échauffais même pas, juste je faisais quelques répétitions barre à vide, et ensuite je faisais une gamme montante, et je le supportais bien. Et je sentais que j'avais moins besoin de m'échauffer. Même si ça, en vrai, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur que j'ai payée après, de sauter l'échauffement sur ces trucs-là, mais bref. Et du coup, le fait de m'exposer plus souvent avec une intensité... Ouais, dis-moi, Marco. Ouais, non, ça, c'est un truc que je ne l'ai pas précisé. Et c'est un truc, c'est tellement tentant de se dire, bon, j'ai que 3 séries, Ouais. vas-y, fuck. Ouais. En plus, c'est léger. Ouais, jamais de la vie, je vais me blesser. Et comme par hasard, c'est là où vous allez vous blesser, quoi. Ouais. Donc, C'est parce non, que c'est toujours un ajout, de toute façon. Déjà que bien c'est un sûr. ajout, donc au donc début, là, même, ça pourra passer, mais... c'est ça. Et même D'ailleurs, moi, en fait, j'essaie de me faire violence là-dessus. Je fais le même warm-up que les autres séances. Alors, bien évidemment, les montées de gamme, elles sont beaucoup plus courtes parce que les charges sont beaucoup moins élevées. Mais je prends le temps. Tu voulais dire un truc, Enzo? ouais, d'ailleurs, ce qu'il disait Victor par rapport à la marche et son warm-up oublié juste après pour son squat, c'est que moi je trouve un cheat code. En fait, je vais à la salle à vélo, donc je tape 15-20 minutes, tu vois, tous les jours pour aller à la salle. Et en fait, Du coup, après, t'as plus besoin de faire les jambes, parce que c'est bon, t'as fait du vélo. exactement. Et du coup, je fais un top 7 au squat 220 comme ça. Et, et en fait, niveau récupération des jambes, déjà, j'ai courbature un jour max après. Et en fait, j'arrive, en fait, je suis déjà hyper chaud. En fait, j'ai juste besoin de me faire la mobilisation musculaire et articulaire et let's go, quoi. J'ai pas besoin de faire de cardio, j'arrive, je suis prêt, je suis OP, quoi. Attends, regarde, je vais faire le vieux con comme Marco. Attends. Non, mais ça, Enzo, c'est parce que t'es jeune. Ça, tu vois, parce que quand tu passes un certain âge, Enzo... Est-ce que le ton était bien? Est-ce que l'imitation était pas mal, quand même? Tu peux mieux faire. Mais tu sais que ça, c'est un truc que je dis jamais et j'essaye vraiment de ne pas prendre ça comme une excuse, l'âge. Donc, C'est vrai, non, mais je dis pas le contraire. mais tu vois, je m'échauffe de la même manière que je m'échauffais. Même, je vais te dire un truc, je m'échauffe. Enfin, mes séances d'échauffement, enfin, la durée de mes échauffements est plus courte maintenant qu'il y a 10 ans. Hein. Parce que tu arrives à centrer, en fait. Je m'échauffe, et après... Allô? Allô? Oui? Victor, ça a coupé là. Oui? Ouais, on est d'accord. Il a commencé à dire une phrase et ça a coupé en plein milieu. Ah bah non, moi je disais que justement, je n'ai pas entendu. C'était moi alors peut-être. Ok. Non, ben ouais, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, les échauffements sont beaucoup plus efficaces qu'avant. Contrairement à avant, je me connais aussi beaucoup mieux et je sais exactement, enfin, je vais à l'essentiel en fait. Il y a peut-être des trucs que je faisais avant qui n'étaient pas réellement nécessaires. S'échauffer le bas du corps alors que tu fais le haut du corps, quoi. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs, ça? Mais si, parce que le leg drive au développé couché.
C'est bien les drives sur les dips aussi, non Bah, l'engagement des fessiers et des adducteurs, enfin, Marco, tu vas te rompre un adducteur. Ouais, exact. Mais ça, je suis d'accord. Moi, c'est une erreur que j'ai fait aussi, de m'échauffer beaucoup, beaucoup trop longtemps. Bon, là, par des échauffements qui sont assez longs, mais c'est parce que je cale en fait souvent sur mes séances secondaires mes exercices de préhab et de Ah oui. réhab avant. Parce qu'en fait, je sais qu'à la fin, je sais que je les fais pas, tu vois. Je sais que j'ai trop la flemme. Donc, je les fais avant. Ça fait que je suis un peu moins fort, entre guillemets, sur la séance qui suit. Parce que bah, ça m'échauffe, certes, mais ça me pré-fatigue en réalité même. Mais bon, c'est sûr que je suis quand même mieux échauffé. Et bah, du coup, si c'est une séance à intensité modérée, bon, bah, ça pose pas trop de soucis. Ça paraît un petit peu plus dur que ce que ça devrait être, mais ça reste quand même très simple dans l'ensemble. Donc, ça pose pas trop de soucis. Mais ça, c'est une stratégie que parfois je peux mettre en place. Et parfois, je peux faire des warm-up, entre guillemets, même si en fait, c'est des premiers petits exercices qui peuvent durer 30-40 minutes. Mais bon, ça reste évidemment pas du tout la majorité des séances. Sinon, sinon après, tu te fais bien chier, quoi. Ouais. 30 minutes de warm-up. Donc, ouais, vous aviez d'autres choses à rajouter par rapport à ce sujet-là? Ou je prends le contre-exemple? Et moi, je pense Bah, que du coup, comme. alors, attends. Oui. Juste pour donner. Ah, ça coupe là, Victor. Ouais. Ah, on a perdu Allô, Victor. Victor. Et je reconnais, je suis au même endroit. Ah bah ça coupe, on t'entend plus. Je suis au même endroit que la dernière fois dans le parc quand ça coupait. Donc dès que je vais passer cet endroit, ce sera bon. Parce qu'on a eu des revendications là par rapport à ça là, des mécontentements plutôt par rapport au fait que les gens ils veulent que tu arrêtes de marcher, que tu deviennes un gros lard pour augmenter la qualité audio du podcast. Et je les rejoins assez avec ça, donc go moins de 87 l'année prochaine aussi, Victor. Non, parce qu'il faut que je laisse quand même l'opportunité à Enzo de faire des podiums. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'inquiète pas, je te rattraperai, je te rattraperai. Bref, est-ce que tu m'entends, Marco, là? Est-ce que vous m'entendez tous les deux? Oui, Ouais, là on t'entend. t'entend beaucoup mieux. Ouais. Ok, mais c'est parce que je sais pas en fait, mais tu sais que c'est le même point que la dernière fois. Pourtant, moi, ça me met 5G, etc. Tu vois, genre, tu me dirais pas, je le saurais pas que je capte pas. Enfin, ça me met 5G plus toutes les barres et tout. Mais je sais pas, c'est exactement le même endroit que la dernière fois, quand tu m'avais fait la remarque. Ok, Mais du coup, bon, bah, c'est bon, j'ai dû passer le triangle des Bermudes du parc de Sceaux. Et du ouais, coup, donc alors, pour en oui, revenir quand même à nos histoires, donc ce que je voulais dire, c'était pour donner, on va dire, des indications pratiques pour ceux qui veulent mettre en place l'hyperfréquence, un mini guide très rapide. C'est du coup contextuel, c'est pas une technique qui systématiquement, en gros, est-ce que c'est la technique ou pas la technique? Oui, non. Bah, c'est en fonction du contexte, comme on a dit, en fonction des exercices, de vos ressentis sur vos exercices. Si vous êtes sur un palier et que vous n'avez pas à progresser, bah, peut-être que d'en faire plus, une séance de plus, pas forcément en augmentant le volume, mais en le disséquant pour justement le répartir, et ben ça peut vous aider à passer ce palier, à condition que faire plus, c'est pas toujours la bonne solution. Parfois, il faut faire moins pour relancer la progression, faire plus, mais si justement vous n'avez pas des douleurs de partout, etc. Si vous avez déjà mal partout, il y a des chances que vous en fassiez déjà peut-être trop, que ce soit le volume ou que ce soit l'intensité. Donc, si vous n'avez pas de douleur, mais que simplement vous êtes sur un palier, pourquoi pas du coup passer sur l'hyperfréquence, mais sur la troisième séance que vous rajouterez, et ben, ne surtout pas passer sur une intensité trop haute, même si ça peut être tentant en se disant je vais en faire plus, donc plus intense aussi, plus ceci, plus cela, mais non, simplement vraiment quelque chose de très bas. Mieux vous commencer très, voire entre guillemets trop bas et de ne pas avoir de bénéfices, plutôt que de commencer trop haut et d'avoir carrément des contre-coups. Mieux vaut ne pas avoir de bénéfices que des contre-coups. Donc mieux vaut Bah, commencer dans surtout ce sens-là. que on peut vite s'enjailler en début de bloc, dire c'est facile, mais après, quand tu te retrouves en semaine 4, 4-5, tu commences à voir que tu as mal partout de base. Si tu as ta troisième séance après enchaînée Bah, sur c'est ton ça. même Et mouvement, sur ton même pattern. et finalement, tu la regrettes et tu veux même plus la faire. Donc Ouais, ça, c'est déjà, ça. c'est un bon repère. C'est que Mm. si arrivé au milieu, voire à la fin de votre bloc, vous voulez plus faire cette troisième séance, c'est que vous avez certainement chié un truc à un moment. Donc ça. Ensuite, pour l'aspect mise en place, eh ben, peut-être faire simplement carrément ce que je disais.
c'est-à-dire votre warm-up et ensuite un ramp-up, comme si vous commenciez votre échauffement, et bam, vous le stoppez assez tôt. Alors moi, si je le stoppe à 160, en termes de pourcentage, ça fait, je sais pas, j'ai la flemme de faire le calcul. Faites 250, voilà, 160 divisé par 250, vous saurez. Et donc, ça vous donnera un ordre d'idée. Ça doit, attends, 160, ça doit Il y a un représenter, truc qui cogne sur ton téléphone, là, Victor. ça doit représenter 65%. Là, c'est mieux, non? C'est ta chaîne en or qui cogne sur le micro. C'est mon manteau. C'est l'inverse, c'est le micro qui vient cogner sur le manteau. Et du coup, donc voilà, juste ça. Juste faire une sorte d'échauffement, de vous monter en gamme. Et ou, pour le prolongement de ça, faire par exemple des séries en ramp-up. Comme ça fait que vous faites par exemple 3 séries en ramp-up, des fois 2 ou des fois 3. Mais en fait, il n'y a qu'une série qui est entre guillemets un peu lourde, entre gros guillemets. Et ça permet d'avoir finalement un petit peu de montée en intensité, mais quand même peu de volume. Et sur une seule série seulement. Donc ça peut être intéressant aussi. Et globalement, voilà. Et chauffez-vous bien avant de le faire. C'est ça. Et donc Et pas sur maintenant, tous vos mouvements. Pas sur tous vos mouvements aussi. ouais, voilà, c'est ça aussi. Ouais. Ça, c'est peut-être le plus important. Ouais. Et donc ensuite vient la question de l'immunisation. D'ailleurs, j'ai un cas concret là, Charlène, si tu nous écoutes, qui s'est totalement cramée sur les tractions parce qu'elle a fait elle a fait en fait 2 compètes traction à 1 mois d'intervalle. Et là, du coup, il y a une dégringolade au niveau des performances. Est-ce que ça, déjà, c'est un truc que vous avez vécu tous les deux à titre perso? Vas-y, Enzo. Bah moi après j'ai pas trop d'expérience en compétition. Enfin si, j'ai fait 4 compétitions mais pas très très rapprochées donc je pourrais pas même j'ai jamais testé des 1RM avec très peu d'intervalle entre les deux quoi. Toi, t'es un mec Après, qui t'entraînait bien dès le début, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Exactement. Victor, je pense qu'il va nous en dire des belles, là. bah moi, j'ai pas testé des RM tous les 4 matins, mais par contre, enfin, il n'y a pas besoin de ça spécifiquement. C'est juste en faire trop, on Ah va dire, non, trop et trop ça, longtemps. c'est une possibilité de Oui, l'immunisation. voilà, Après, il y en a d'autres. une Hein. explication. C'est en faire trop et trop longtemps, trop. Et en gros, bah moi, oui, ça m'est clairement arrivé. Ça m'est clairement arrivé de ressentir, enfin, de faire le mouvement. On sait concrètement ce qu'on doit faire sur le mouvement. On sait qu'on doit mettre tel type technique en place, etc. Je prends l'exemple des muscle-ups, parce que c'est l'exemple, je trouve, le plus parlant pour ça, pour l'immunisation. Je sais que je dois engager en fléchissant d'autant que ça les bras, d'autant que ça les dorsaux, pour rester assez proche de la barre. Je sais que je dois tirer à tel timing au niveau de mon swing. Je sais que je dois envoyer mes coudes à tel moment, de telle manière. Je sais que j'ai tous ces trucs-là en tête. Je sais que, je sais pas, il y a 1 mois, il y a 2 mois, j'y arrivais très bien, je le faisais très bien. Et là, je sais pas pourquoi. Je sais très bien ce que je dois faire. Je vois sur la vidéo que je le fais pas et je sais que je dois le faire et je sais comment le corriger, mais j'arrive pas à le mettre en place. Juste alors que je savais le faire avant. Donc ça, c'est typiquement un cas de je sais plus faire le mouvement. Comme si je l'avais désappris, donc non pas après une phase où je me suis pas entraîné, mais après une phase où justement j'en ai peut-être fait trop souvent, en montant trop d'intensité. Et ça, c'est un cas très typique. Mais en fait, je suis là et je sais juste plus comment le faire, quoi. Et ça m'est arrivé. Ça m'est clairement arrivé. Ouais. Ou De trop pousser, réfléchir, de surintellectualiser. pousser des blocs trop loin, etc. Ça aussi, Bah, c'est moi, ça. ça m'est déjà arrivé. Ouais. De vouloir trop, d'être trop gourmand, quoi, de vouloir trop en prendre. En plus, Marco, c'est un gros gourmand, lui. Donc... Attends, c'est qui est-ce qui mange des esquimaux, là, ou je sais pas quoi, là, des magnums et de la Ah bah, tourtelle là, tu vas pas m'avoir sur les glaces parce que mon bonhomme, faut savoir, écoutez-moi bien, chaque fois que ce mec vient chez moi, c'est simple, hein, c'est très simple. Chacun de ses repas, hormis le petit-déj, c'est un fast-food. c'est très simple. Uber Eats ou alors parfois il se déplace. Mais alors là, oh non, mais l'écoutez pas, il vous raconte n'importe quoi. L'autre fois, on a été à Beaulieu. Il en a fallu très peu pour que le mec lui vende du nougat quand même. Hein. ah oui, pareil, de- quand on avait été à Cologne. Donc moi, je vais le chercher à la gare. Je vais le récupérer à la gare.
Et là, on va marcher un peu dans la rue commerciale de Cologne. Oh, mais que vois-je? Un magasin de bonbons. Et ben Marc aussi en gouffre. Mais en plus, attendez-vous, hein, parce que c'était des bonbons qui venaient des États-Unis, je sais pas quoi, c'était super cher. Mais le mec, il en a acheté quand même plein. Alors que c'était super cher en plus. Mais c'est parce que le mec, le marketing des bonbons l'a eu, quoi. Ah, mais il y avait des bonbons que j'avais jamais goûté. Et du coup, il avait acheté un truc, mais c'était dégueulasse. C'était Ah ouais, au ouais, le chocolat et à la menthe. là. Mais Ouais. c'était dégueulasse. Ça, je l'ai foutu à la C'était... poubelle. C'était vraiment, on aurait dit des croquettes. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, c'était de la bouffe pour chien, quoi. On aurait Ouais, dit des putains de croquettes. c'était spécial, ouais. Mais là-bas, d'ailleurs, c'est fou, hein, ce truc-là d'avoir des magasins de bonbons. Enfin, ce genre, il y en a peut-être 10 dans la rue Ah bah, il y en avait principale. beaucoup, oui. Ah oui, il y en avait beaucoup. Ça, c'est une culture, on l'a pas autant, en tout cas, en France, quoi. Bah, comme leur Lidl là-bas, parce que alors, je vous ai suffisamment parlé de meilleurs protéinés de chez Lidl. Mais alors, attendez-vous, là-bas, c'est le paradis, en fait. Ah C'est-à-dire oui. qu'à Lidl, il y a un nombre de trucs, de produits protéinés, mais de toutes sortes, c'est aberrant. C'est le nombre de goûts de yaourt, etc. Mais c'est excellent, c'est le rêve. Et même, tu sais, dans les supérettes, là, il y avait des compléments style MyProt et tout. Ouais, oui, bien sûr. Ça, c'est Ouais, des là-bas, trucs il y a. tu Je vois sais pas pas en pourquoi, France, hein. parce que là-bas, il y a grave une culture de ça, en fait. Dans tous les supermarchés, il y a plein de barres protéinées et tout. Et des barres, même parfois des barres détournées, genre des Twix, des Mars, etc., mais qui sont protéinées. Ou alors parfois des vraies marques qui font que des barres protéinées. Et pourtant, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une culture de la musculation, du fitness ou quoi qui soit oufissime là-bas, j'en sais rien. Ouais, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas trop vu, mais je pense que Oui, si, hein, ça possible. doit être quand même assez présent. Mais... Bah, je sais pas, parce que j'ai pas vu beaucoup de mecs balèzes, bon après c'est pas forcément un repère, mais j'ai pas vu beaucoup de salles de sport aussi par exemple. Ouais. Ouais, bah après, on était aussi. Peut-être que là-bas, là, c'était pas trop. Ouais. Elles sont peut-être excentrées aussi, les salles. Oui, Ce oui, qui c'est avait possible. l'air d'être C'est le cas possible, c'est d'ailleurs. possible. Ouais. Mais c'est vrai que Donc, quand on voit en France, je sais pas, moi je sais que je prends la voiture 20 minutes, tu croises un ou deux fitness park, slash basic fit, slash autre truc quoi. ouais, bah c'est un truc qui a explosé en France, hein. Ça, c'est un truc de fou, hein. C'est n'importe quoi, hein. D'ailleurs, même à Nantes, en fait, moi, j'ai emménagé à Nantes, petite anecdote, il y a 12 ans. Je te jure, je sais pas, il y avait peut-être 10 salles. Maintenant, il y en a peut-être au moins 50, 60, quoi. Ah oui, putain, Ah oui. ouais, ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et en plus de ça, Un les truc de zinzin. infrastructures, un truc de zinzin, mec. En plus, les infrastructures, elles étaient pas du tout adaptées. Style, tu sais, il y a 10, 12 ans, les racks, ils s'arrêtaient à 35 kilos, quoi. Enfin, genre les Ah oui, haltères. d'accord, oui. Des trucs Oui, comme oui, oui. ça. Toutes les salles n'avaient pas genre des cages à squat, des bancs développés couchés. En fait, en gros, c'était pas du tout standardisé à l'époque. Bon, en région parisienne, ça devait avoir quand même quelques années d'avance comparé à Nantes. Nantes, qui est quand même la plus grande ville de l'Ouest de la France, hein. Et, mais du coup, ouais, je fais ma petite auto-promo. Après, les gars, Nantes, c'est bien, mais moi, je suis pas fan de Nantes, hein. Moi, je suis sur la côte, là où il y a la mer, tu vois. Il est un peu excentré quoi. La Pas la mer, c'est Bretagne, quoi, l'océan, mais tu c'est vois. pas grave. Et donc, ouais, c'est un truc qui a vachement progressé. Et d'ailleurs, là, on le voit maintenant, là, c'est même, je dirais même presque dernier mois, en tout cas, c'est que maintenant, ils s'adaptent carrément aux nouvelles pratiques, style, bah, typiquement le street lifting, par exemple, à Vannes, Ouais, c'est vrai, qui de est quand ouf. même, C'est vrai qu'ils mettent. à Vannes, c'est pas quand même une grande ville. Il y a carrément maintenant tout ce qu'il faut pour faire du street lifting. Ils ont investi dans des barres parallèles. Bon, elles sont pas réglables en largeur, mais c'est des barres parallèles un peu que tu pourrais retrouver en parc de street. C'est un petit peu les mêmes Ah qu'il oui, y a oui. au fitness park de Villepinte, là. C'est le même genre de Ah, je truc où il y sais, oui, avait, je sais que t'allais dire ça en plus. ouais, Ouais, je vois. il y a du calibré, il y a une hauteur sous plafond qui est assez suffisante pour faire des muscle-up, des tractions.
Il y a aussi pour faire du squat, il y a des power bars. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment, il y a même un an, ça n'existait pas, en tout cas, dans le coin. Et maintenant, ça s'est vachement développé. Donc, ils savent, en fait, qu'il y a une population, il y a une demande. Et maintenant, je trouve qu'ils s'adaptent quand même vachement, surtout les fitness parks. On n'a pas encore de on-air, nous, dans la région. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'il y en a partout en France des on-air, mais il n'y en a pas en Bretagne. Je sais pas Ça trop reste pourquoi. plus récent, ça reste plus récent que le reste, hein, tu sais, ça demande de Ouais. l'argent quand même d'ouvrir une salle, donc il faut que. Je pense qu'ils essayent de conquérir au max les endroits où ils sont le plus certains d'avoir un retour sur investissement, et c'est sûr que ça finira par arriver. Ah bah, s'ils en font un à nombre demain, je peux te dire qu'il va être blindé le Honor, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Végétal? Ouais, ouais. C'est vrai qu'il manque un On Air Fitness quand même à Nantes ou alors une salle prédisponible pour le Power Street Lifting. Le RBC Après, Workout, Honor, quoi. ils sont pas assez contents avec toutes les salles qu'ils ont, les mecs, quoi. Regarde-moi ça. Bon, après, on a été gâtés quand même avec Fitness Park. Hein. On a vachement été gâtés. Hein. Avec le calibré, la station, etc. Là, Ouais. c'est du petit pain. Ah Du bah petit là, pain béni. Mais bon, là on est vraiment bien là. Hein. On a tout ce qu'il faut. donc pour en revenir quand même au cœur du sujet, parce qu'on s'en est extrêmement éloigné quand même. Exactement. Là, Donc, on est parti un conclusion instant quand même. sur une émission. Conclusion de cet aparté, vive la Bretagne. Donc du coup, on reprend Voilà. l'immunisation. Et en fait, il y avait aussi des choses qui étaient liées, dont la réduction de la fréquence. Et aussi, du coup, bah, ça rejoignait aussi un petit peu ce qu'on avait dit en amont, c'est-à-dire peut-être, certes, augmenter la fréquence sur des périodes et la réduire ensuite parce que l'augmentation et le maintien par la suite ne vous assurera pas des gains proportionnels, on va dire. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra réduire la fréquence pour relancer, on va dire, la progression. Et c'est sur ça que tu voulais développer, Victor. Bah, c'est exactement ce dont on a parlé la dernière fois. C'est qu'en gros, un volume à un instant T, c'est pas forcément le volume magique. On est toujours en recherche de la recette miracle, en mode ok, je fais tant de séries de tel mouvement par semaine et tant de l'autre et tant de l'autre, etc. Et c'est la combinaison parfaite pour moi. Je progresse, machin, et au bout d'un moment, oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne progresse plus, ou alors moins, ou j'ai des douleurs, ou enfin, je sais pas, il y a un truc une embûche, quoi. Et donc, c'est parce qu'il faut comprendre que, comme on en a parlé la dernière fois, chaque outil est utilisable, mais jamais indéfiniment. L'hyperfréquence, comme on l'a dit, pas sur tous les mouvements et pas tout le temps. Ça peut être intéressant ponctuellement pour débloquer un palier, ça peut être une aide et ça peut aussi du coup finir par rajouter une fatigue excessive, rajouter des douleurs, etc. Et auquel cas, il faudra justement le supprimer. Et vous verrez qu'en le supprimant, vous aurez la sensation d'aller mieux. Et à nouveau, il ne faudra pas interpréter ça comme se disant, ok, en fait, deux séances, deux expositions par semaine, c'est le meilleur truc. Alors qu'en fait, c'est juste que ponctuellement, trois, ça vous est mieux allé, ça vous a permis de débloquer un palier, et deux, ça vous aidera peut-être mieux, voire peut-être même moins si vous êtes vraiment immunisé et bloqué. Et c'est des stratégies à mettre en place ponctuellement pendant une période de temps plus ou moins longue. Et comme on l'avait dit aussi, c'est important d'essayer de pré-shot le moment où ça ne fonctionnera plus. De ne pas attendre en fait que ça ne fonctionne plus, de se retrouver un petit peu face au mur pour arrêter justement cette stratégie qui ne fonctionne plus. Essayer d'avoir ce petit coup d'avance. Mais pour justement l'immunisation, une stratégie que vous pouvez, enfin, si vous vous rendez compte à un moment que vous êtes vraiment immunisé sur un mouvement, que là vous êtes cramé, vous progressez plus dessus, ce dont vous pourrez vous rendre compte, c'est que carrément le fait peut-être de ne plus le faire ou alors à très 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 faible fréquence pourrait vous permettre de redébloquer vos progrès dessus. Et ça pourrait être donc en gros le penchant inverse de l'hyperfréquence, c'est quasiment la non-fréquence, de plus faire l'exercice, ou alors vraiment, comme j'ai dit, voilà, très 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 peu. Ça peut être une stratégie à mettre en place, et du coup de chercher à progresser dessus avec des exercices annexes, des exercices, des assistances, des mouvements un petit peu dérivés. Moi, ce qui me vient, ce serait par exemple pour du squat, de faire pas mal de presse à cuisse, peut-être du hack squat, et après des trucs encore un peu plus dérivés, genre du leg extension, leg curl, des mouvements d'isolation, etc. Et après peut-être même du deadlift, donc des mouvements qui mettent de la contrainte sur le gainage, sur les différents muscles qui sont engagés,
Après, faire peut-être du goblet squat, donc d'avoir quand même une sorte de pseudo-variation, même si c'est plus une assistance qu'une variation, pour avoir quand même la contrainte sur le gainage aussi, etc., etc. Et de ne pas faire de squat, ou alors d'en faire vraiment une seule fois par semaine, quasiment comme on l'a décrit avant. Donc en gros, en ramp-up, paf, je fais juste 2-3 séries, admettons. En montant en charge, je fais une seule série, entre guillemets, lourde, et puis lourde, justement, pas trop, parce que je suis dans ce contexte-là. Donc vraiment, ça, c'est une stratégie que moi-même, j'ai largement pu expérimenter, c'est de me rendre compte qu'en fait, je pouvais redevenir meilleur carrément sur un exercice au moment où je le reprenais après une période d'arrêt. Donc ça, c'était vraiment un truc que je me disais, putain, c'est fou. C'est, j'arrête de faire l'exercice, je le reprends, je suis plus fort. Notamment à un moment où je faisais des tractions tous les 10 jours aussi. Donc là, j'avais vraiment une fréquence qui était très basse. Et tous les 10 jours, je me sentais vachement plus fort. Et à l'époque, j'avais fait cette erreur de me dire, OK, en fait, il faut que je fasse des tractions tous les 10 jours. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a fini par plus fonctionner. Mais Comme c'est bizarre. ponctuellement, ça peut être des stratégies. Là, par exemple, aussi, là maintenant tout de suite, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je m'entraînais 5 fois par semaine parce que j'aimais bien aller à la salle, j'aimais bien m'entraîner, etc. Et j'essayais de répartir un peu plus mon volume. Donc en gros, j'en faisais pas beaucoup plus que quelqu'un qui en faisait 4 fois par semaine. Et je me cachais derrière cette justification, entre guillemets. Sauf que je me retrouvais quand même à faire que des séances qui durent 3 heures. Donc c'est qu'il y a un moment, je devais en faire un peu plus. Donc là maintenant, je suis passé à 4 séances par semaine, en diminuant donc le volume de la semaine, en répartissant quand même sur les autres séances. Donc ça fait que j'ai quand même un peu augmenté le volume à la séance, mais j'ai baissé un peu l'intensité pour que les séances ne durent pas 5 heures du coup. Et ça fait que j'arrive à avoir mes séances qui finissent à peu près dans le même temps, avec un petit peu plus d'exercice, mais moins à la semaine. Et en fait là, putain, je me sens super en forme. Je me sens super en forme. Donc est-ce que 4 séances par semaine, ouah, c'est la solution miracle, je vais faire ça tout le temps? Pas forcément. Mais en tout cas, là, ça m'a permis de vraiment me ressentir plus en forme. Et du coup, ça peut être intéressant. Typiquement, voilà, pareil, si on est proche d'une compétition, peut-être s'entraîner, si on peut se le permettre, 5 fois par semaine. Et puis, je sais pas, genre 2 semaines avant la compète, paf, passer en 4 fois. Comme ça, on a un petit boost quand on commence à subir un peu le picking. Et comme ça, sur le taper, paf, on passe peut-être en 3 fois, 3 séances par semaine. Et là, bam, on ressent vraiment qu'on récupère, on surcompense. Le jour de la compète, on est des monstres. Je vous donne les solutions pour une compétition, en fait. C'est faux. Mais voilà, ça peut être des stratégies. Pareil aussi, anecdotiquement, là, j'ai une dame que je coach, donc en coaching privé, donc une personne qui fait pas, voilà, qui est pas une grande sportive ou quoi, mais qui, je l'ai donc pas mal entraînée à faire de la marche à côté. Donc vraiment, j'ai essayé de l'encourager pas mal. Donc elle se fait des routines, tac, le matin, elle se lève, elle va marcher, etc. Ce qui fait que sur sa journée, elle arrive petit à petit à cumuler pas mal de pas par jour, bref. Et là, ce qui se passe, c'est que dernièrement, je pense que ça doit être peut-être pareil justement aux environs de Nantes, mais nous, en tout cas en région parisienne, on a un temps explosé au sol, sauf aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai foncé me promener, pile le jour du podcast. Mais sinon, le temps est vraiment éclaté au sol, ce qui fait qu'elle ne sortait plus, elle ne se promenait plus ces derniers jours. Et là, quand elle venait faire les séances chez moi, putain, elle avait une forme de ouf, elle avait une pêche de malade. Et elle me disait, putain, je comprends pas et tout, c'est bizarre, etc. Et je lui disais, bah c'est simple, à un moment, t'en faisais X, maintenant t'en fais X moins un nombre, on s'en fout. Donc ça fait qu'en fait, tu as plus d'énergie à allouer au X, tu peux plus te donner. Et par contre, l'erreur, ce serait de te dire, ok, en fait, c'est le truc qui me convient le mieux, j'arrête de marcher. Et au bout d'un moment, en fait, tu auras perdu le bénéfice de ce changement de volume, en quelque sorte. Tu n'auras pas ce bénéfice éternellement, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc-là de comprendre que c'est des histoires de transition d'une intensité à une autre. Et c'est d'ailleurs ça la notion de picking. Le picking, c'est cumuler de l'intensité, se fatiguer volontairement pour justement diminuer le volume, diminuer l'intensité et surcompenser et sentir qu'en fait on est mieux. Sentir que, ah là, d'un seul coup, putain, c'est comme si je marchais avec 20 kilos dans mon sac à dos et là, en fait, je posais le sac à dos et je continuais de marcher. Ah bah, c'est sûr que je marche mieux. C'est un petit peu cette logique-là. Et toi, justement, Sayan, là, tu l'as expérimenté, ça, ou pas? Le picking, Non, 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 au niveau de la fréquence, non, t'es j'ai pas toujours envie. resté à 4 séances par semaine? Je suis toujours resté à 4 séances par semaine, mais là, je me tâte à me faire une troisième séance pour les muscle-up. Donc je resterai quand Ok, même à ouais. 4, je pense, mais une troisième séance muscle-up. Parce qu'en fait, 4, c'est vraiment le nombre pile pour moi pour pas trop me fatiguer et ouais, pas trop me fatiguer en fait. Et pouvoir revenir quand même le nombre de fois bien me reposer, tu vois. T'as 2 jours Ouais. le week-end et un jour au milieu de semaine.
Donc c'est le plus bénéfique pour moi. Ouais, moi, pareil, 4 séances, c'est aussi le mieux. Et visiblement, pour le père Victor, il y revient aussi. Ah bah il suit rien de ce que je viens de dire. Ponctuellement, peut-être. Oui, exactement. Après, le truc, c'est que 4 séances, c'est globalement ce qui convient le mieux à une grande partie de la population, parce que ça. on n'est pas tous coachs. Là, ici, là, on est 3 coachs. Mais si vous nous écoutez, peut-être que vous bossez en bureau, peut-être que vous êtes Quelle enseignant, erreur. chef Quittez d'entreprise. votre travail tout de suite. Et du coup, vous avez peut-être pas non plus aussi autant de temps alloué que nous à l'entraînement. Nous, c'est un petit peu notre métier. Mais donc, il y a aussi ça, en fait, qui joue le plus. Parce que la plupart des gens, même les personnes qui font du street lifting, finalement, qui demandent quand même une grande implication, mais sont aussi des gens qui font autre chose à côté et qui s'entraînent pas non plus comme des semi-pros ou des sportifs professionnels. Et ils arrivent très bien aussi à progresser comme ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Et justement, ce qui me permet de faire le lien un petit peu, je parlais de coach là. Il y a un auditeur qui nous a demandé quel ouvrage on pourrait lui conseiller pour se former en autodidacte pour tout ce qui est pour être plus tard coach en fait. Du coup, c'est marrant parce qu'il y avait Alexandre de 012 Workout. On lui a posé une question comme ça aujourd'hui en story et je trouvais qu'il avait assez bien répondu. Donc, Alexandre, en fait, là, je vais copier un petit peu ce que tu as dit. C'est déjà pour être un bon coach, et ça, Victor, on en avait parlé en off, il est d'accord aussi assez avec moi. Déjà, c'est de s'être déjà fait coacher qui va vous aider aussi à quand même assimiler pas mal de notions dans le coaching. Ce que je vous dirais un petit peu aussi, comme, parce que lui, vraiment, sa question, c'était les ouvrages qu'il faudrait prendre. Moi, je dirais tout ce qui est ouvrage anatomie, pour comprendre déjà le fonctionnement du corps humain, des muscles, des articulations, etc. Ça, c'est un peu la base. Il y a aussi des ouvrages liés forcément à la physiologie. Ça, c'est le fonctionnement, on va dire, un petit peu chimique, on va dire, pour grossir le truc du corps humain. Et puis après, moi, il y a tout ce qui est alimentation aussi, je trouve qui est aussi hyper important. Comme livre qui me vient, il y a La nutrition de la force de Julien Venesson qui est vraiment pas mal. Et pour tout ce qui est prévention des blessures, il y a Un corps sans douleur ah mince, aide-moi Victor, j'ai un Christophe trou. Cario, mais bon, je suis Exact, moyennement voilà. d'accord avec cette recommandation, mais bon. Ouais, enfin, on va dire relisez le livre au moins 3 fois pour comprendre dans le Oh, détail. En fait, c'est même pas par rapport à ça, c'est que je trouve qu'il est très désuet. Il est sorti en, je sais pas, 2010 et je ouais, trouve que ouais, le mais contenu est maintenant très oui, dépassé, oui, extrêmement oui. dépassé. Bah, Oh, abuse pas. c'est simple, 80% du livre déjà, il te prône un truc que toi tu ne fais pas, c'est les automassages. Oui, Il c'est te vrai. prône l'intérêt, le bénéfice merveilleux et splendide des automassages, alors que bon, c'est un truc, c'est Après, bien. il y a Faites-en pas si que vous ça non appréciez, mais plus. Y a pas que ça non plus. Ça, c'est une partie du livre, mais il y a beaucoup aussi de mobilité, etc., qui est très intéressant. Après, il faut sélectionner les informations que vous allez tirer de ce livre-là. Faut pas non plus vous dire, bon, je vais tout appliquer à la lettre, etc. En fait, c'est selon aussi vos besoins. Mais je trouve que c'est un bon dictionnaire, on va dire par rapport à tout ça, il y a quand même des choses intéressantes. sur le plan théorique, mais sur l'application, très peu. Ouais, mais après aussi, la Sur le plan personne. théorique, il te parle un petit peu du comment se forment les trigger points, c'est pas tout à fait faux, même si la façon pour les solutionner est plutôt pas bonne. Il te parle aussi un petit peu des différents réflexes inhibiteurs, etc., Bon, inhibition alors, réciproque, etc. Victor, dis-nous un ouvrage qui serait top pour justement tout ce qui est réhab, Ah bah préhab. aucun. Il y a rien d'intéressant.
Il n'y a rien de bien. Ah. Si vous voulez vous former, une formation qui est intéressante, c'est FMS, Functional Movement, je sais plus, Screen, je sais plus. Ça, c'est pas mal. FRC, voilà, ça c'est encore mieux, FRC d'ailleurs. C'est très très bien avec le docteur André Ospina. Ça, c'est vraiment, mais c'est des trucs en ligne. C'est des trucs souvent aussi Et en bah, anglais. et bah voilà. Mais c'est Et bah ça en ça fait pour le coup, c'est vraiment ça c'est excellent. c'est vraiment un truc sur lequel en fait je voulais dévier, c'est que en fait au-delà des livres, les livres ça peut être très bien, mais maintenant il y a des choses beaucoup plus comment dire, enfin vous allez avoir beaucoup plus de facilité à assimiler les contenus sur des contenus audio, des formations, etc. que des livres. Les livres c'est un petit peu moins interactif. Enfin moi je sais que j'ai une bonne mémoire visuelle par exemple. Donc au niveau enfin, des vidéos en tout cas. Et je trouve que pour moi, j'apprends mieux comme ça, on va dire. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous renseigner par rapport à toutes les formations. Il y a une très bonne formation qui va sortir ce mois-ci sur les dips. Ah, voilà. Si vous voulez justement améliorer vos connaissances sur le Là, mouvement. on est sur une vraie source d'information. On n'est pas sur un corps sans douleur, là, si tu veux. Et donc, attends, parce que Enzo, il a rien dit. Enzo, il a passé son diplôme il y a peu de temps. Est-ce que, Enzo, tu as des bouquins à recommander? Alors moi, je suis pas très très bouquin, mais à la limite, des formations en ligne qui sont un peu plus à jour. Parce que les bouquins, vu que le monde du sport, c'est un milieu qui change très très vite avec toutes les preuves scientifiques, tout ça. Du coup, moi, je conseillerais peut-être plus de voir des formations en ligne qui sont plus à jour que les bouquins. Donc, Comme la formation DIPS, voilà, par exemple. voilà, Au exactement. hasard. Non, mais après, pour quand même, parce que pour répondre donc à la question qui était donc des livres, et qu'on ne dise pas, ouais, les livres, c'est de la merde, brûle-les tous, il y a quand même, on peut quand même citer, même si pareil, il y a des trucs où moi je suis moins d'accord et tout, mais le guide de la musculation naturelle de Rudy, qui est un livre quand même qui est très intéressant sur l'aspect de la planification. Ça aborde des trucs, les différents types de cycles, et ça vous fait déjà des points d'information théoriques. Et pour le coup, je trouve que enfin c'est vendu comme ce que c'est, et ça vaut carrément le coup à être lu. Il y a des très bonnes informations qui sont dedans sur justement pas mal de sujets divers et variés qui tournent autour de la musculation. On sent que c'est justement un livre qui a été écrit par un mec qui veut un ouvrage qui répond un peu aux questions que les gens se posent. Parce que typiquement, voilà, un corps sans douleur, bon, c'est le mec qui clash que Le ça, mec, en fait. ouais, grave. Christophe Non, mais Cario, un corps si sans tu douleur, nous écoutes. un corps sans douleur, si tu veux, voilà. Déjà, c'est un truc qui est très théorique d'une part, avec des trucs un peu compliqués à comprendre et tout, surtout si on n'est pas trop du milieu. Et je trouve assez peu applicable, en fait, parce que, enfin, concrètement, moi, j'ai eu le truc, j'ai rien fait de ce qu'il y avait écrit dedans, tu vois. C'était tellement chiant et immétable en place, si tu veux, pas Oh, très. mais toi, t'es extrême. Bah, à part les massages, est-ce que toi tu fais des mouvements qui est écrit dans le livre, mais il me fait trop rire. Non, mais à l'époque, j'avais testé pas mal de trucs en fait. Et Bah il oui, y avait des choses quand voilà. même qui étaient. Bah alors, et maintenant qu'est-ce que tu fais toujours? Parce que du coup, si tu les fais toujours, ça veut dire qu'ils sont intéressants puisque tu les as gardés. Mais parce que je n'ai plus besoin, moi, j'ai plus de corps sans douleur. Ça, c'était quand je Toi, connaissais rien. t'as un corps sans douleur, c'est bon déjà. C'est pour Ouais, ça. exactement. Moi, j'ai plus besoin de ce livre-là, tu vois. Et tu rigoles, mais c'est vrai en plus, c'est ça le pire. Mais non, mais J'avais franchement, je me j'avais rappelle des plus de exercices qu'il y douleur avait avant dedans. que maintenant. Je me rappelle des exercices qu'il y avait dedans, je me revois parce que je les faisais, je me rappelle en plus, putain, c'était éclaté. C'était des trucs, mais il y avait des trucs, c'était vraiment. Non, mais je me revois parce que je On les vous faisais le en plus assez mettra long. en description, un lien Je, à je suivre. me, je me revisualise les faire au miroir de ma salle de bain parce que c'était des trucs où il fallait voir l'alignement par rapport aux épaules, les hanches et tout, voir si tu les avais sur le même plan, etc. Mais en Est-ce fait, que tu disais des trucs dans le miroir, je suis plus fort. non, je me disais, je suis décalé, je suis tordu, je suis pas droit. Parce que justement, c'était ça le problème de ce livre aussi, c'est qu'on en avait parlé avec le podcast, Ouais. sur le podcast avec Ok. Étienne, qui était donc le kiné qui nous avait rejoint sur le podcast là, que en gros il y a une psychose qui est faite sur la symétrie sur tous les plans que ce soit, donc frontal, sagittal, comment transversal.
d'avoir une symétrie parfaite, de pas être un petit peu une épaule devant, un peu une épaule un peu inclinée, etc., etc. Tous ces trucs-là. Alors que ça, en fait, c'est un bullshit absolu dans l'appréhension des blessures. C'est souvent pas du tout corrélé, ou alors c'est plus la cause que la conséquence, pardon, que la cause. Justement, Christophe Pierrot, là-dedans, il te prenait le truc de il faut à tout prix la symétrie, machin, je sais pas quoi. Si tu fais un sport qui est asymétrique, genre, c'est-à-dire tous les sports, en fait, et ben du coup, tu vas avoir des problèmes parce que tu vas créer des déséquilibres qui vont en chaîne bouger, enfin modifier ta posture de manière permanente, ce qui va accroître les contraintes, je sais pas quoi, enfin, c'était que des trucs comme ça. Donc n'achetez pas le livre. J'aime bien parce que tu sais, on a un podcast qui est pas extrêmement écouté non plus, donc on peut se permettre de clasher, enfin de dire vraiment ce qu'on pense sur les trucs. C'est si on avait, je sais pas, genre même ne serait-ce que 5-6 000 écoutes, c'est sûr que ça finirait par lui revenir à l'oreille. Et je me dis, ce serait quand même pas ouf, tu vois. Ouais, il a fait plein de bonnes choses, Christophe. On t'aime, Christophe, si tu nous écoutes. Michel Fayot, quel mange-merde. Ouais, bah écoute, bah, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. On a encore plein d'idées de sujets. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast, vous likez. Si vous l'écoutez sur YouTube, vous lâchez une note sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous suggérer d'autres idées de podcast. Et sinon, bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Salut. Salut.